Mesdames les secrétaires perpétuels, messieurs les secrétaires perpétuels, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, merci de m'inviter à présenter cet exposé. Donc, il s'agit de parler de travaux faits sur à peu près 30 ans, de déterminer une méthodologie, une stratégie pour explorer la biodiversité dans le milieu marin, aussi bien côtier qu'abyssal et en particulier des milieux extrêmes, de donner des réponses à la gestion des ressources qui mènent ensuite à la gestion intégrée de la zone côtière et à la planification spatiale marine et à la gouvernance. Monsieur Alain Jodit-Grissac répondra aux questions portant sur la gouvernance. Donc, le concept de la biodiversité, comme vous savez, il y a des mesures conventionnelles de composition, de richesse spécifique, d'abondance, des mesures que j'avais utilisées pour explorer les abysses. Ensuite, ces mesures, depuis la dernière décennie, on utilise des mesures moyennes de biodiversité qui ont été développées en particulier pour la sélection des aires protégées. Ce sont les espèces indicatrices, la diversité, on parle beaucoup des habitats, de la complémentarité des habitats, la complémentarité des communautés, la filiation taxinomique, on utilise la modélisation des réseaux trophiques et actuellement on parle beaucoup de ocean modeling et de la modélisation 3D, d'expliquer le fonctionnement des communautés par un modèle éco-hydrodynamique. Donc, avec toutes ces différentes mesures et ces résultats, on se rend compte que les points chauds de biodiversité ne sont pas souvent les mêmes en fonction des mesures employées. Il y a des points chauds des zones prioritaires de conservation et de développement durable qui peuvent donc changer en fonction de ces mesures et des sites. Par exemple, en mer Rouge, il y a une grande diversité parmi les récifs coralliens, mais quand il s'agit d'un impact, par exemple, des invasions d'acanthaster ou des impacts de changement climatique, ce n'est pas forcément un hotspot, une zone de point chaud. On pourrait dire que, par exemple, les Chagos peuvent être un point chaud de biodiversité, mais quand on regarde les indices de bêta-diversité, ça serait plutôt le fond du golfe Persique qui serait plus intéressant parce que la résilience est plus importante. En cas de, comme on a vu avec la guerre du Golfe ou de changement climatique, ces espèces rebondissent plus facilement et prennent que 2-3 mois pour récupérer de phénomènes de blanchiment. On a pu voir ça aussi en Érythrée. Donc l'importance de la biodiversité, il y a 4 axes. Elle est économique, il y a une importance commerciale, l'importance maintenant pour la biotechnologie, la pharmaceutique, pour l'écotourisme, importance pour la conservation, comme j'ai dit, pour déterminer des espèces représentatives, des habitats représentatifs qui doivent être conservés. On parle des espèces menacées, la liste rouge de l'IUCN. Une importance écologique lorsqu'on voit l'interaction des espèces, les réseaux trophiques, qui déterminent la stabilité de l'écosystème. Et maintenant, on parle d'index de well-being qu'on intègre avec des index d'environnement, d'état de santé de l'environnement. L'index de happiness, par exemple, au Bhoutan. On allie souvent le phénomène social au phénomène environnement. Donc, c'est cette composante éthique, culturelle et institutionnelle englobant la gouvernance, l'efficacité, la motivation humaine et d'autres facteurs plus subjectifs qui pourraient être déterminants dans ce qu'on appelle le développement durable. Donc un développement durable qui assure les besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité aux générations futures et d'assurer leurs propres besoins. Je vais parler de différents sites dans le monde où j'ai essayé d'appliquer ces méthodes et pour différents objectifs, notamment le programme de surveillance des récifs coralliens du golfe d'Aqaba, basé à Sharm el-Sheikh, pour un programme de l'Union européenne sur 6 ans. Il s'agissait d'inventorier tous les récifs coralliens de la côte égyptienne,
Donc aussi bien le golfe d'Aqaba, mais aussi le golfe de Suez et allant jusqu'au Soudan. L'Égypte était innovante dans le sens où la protection s'est faite avant le développement. Une loi de l'environnement en 1983 précisait que aucun rejet ne devait se faire à la mer, aucune pêche et une protection totale des récifs coralliens frangeants, bordant donc les côtes. Il faut aussi dire qu'il n'y avait aucun développement et que seuls les Bédouins vivaient sur ces sites et vivaient de pêche artisanale. La pêche n'était pas totalement interdite. Il y avait aussi tout un système de zones à activités multiples où cette pêche pouvait être gérée. Donc, dans cet état d'esprit, il s'agissait de monter un réseau de suivi, c'est-à-dire des stations permanentes où on étudiait, on inventoriait aussi bien le substrat que les récifs coralliens, que les poissons. Et j'avais développé une méthode adaptée de AIMS, Australian Institute of Marine Science, qui faisait passer des transects, et on filmait les transects sur 200 mètres pour avoir donc une mémoire de ces récifs et ensuite pouvoir les analyser sur des écrans et déterminer les abondances et toutes les mesures conventionnelles et moyennes dont j'ai parlé avant. Il y a aussi le système des photocadras, si on voulait des études plus fines, plus détaillées, c'est-à-dire vous voyez des cadras, et comptage de poissons, avec aussi des espèces indicatrices comme ce poisson papillon, qui déterminait à nous donner l'état de santé de l'environnement. Ces mesures donc, nous ont permis de comprendre un peu la répartition, les coraux durs étant à faible profondeur, les coraux mous, les octocorallières, les alcyonnaires sont à plus grande profondeur. Une analyse factorielle nous a permis de comprendre que ces stations étaient caractérisées essentiellement par leur topographie naturelle et l'exposition aux courants et aux vagues, et non par un impact ou l'intensité d'activité humaine. Ce qui veut dire que la protection de tout ce littoral, des récifs coralliens, était bien gérée. Nous avons pu développer ensuite, ça c'était innovant, des indices de gestion qui étaient à l'interface de la science et de la gestion pour pouvoir donner des consignes d'ouvrir ou de fermer certaines stations au tourisme de plongée et de pêche, enfin de pêche artisanale pour les Bédouins et de navigation. Donc ces indices, en gros, quand on voyait plus de coraux branchus, de coraux tabulaires qui étaient très vulnérables, ou d'endroits, de sites qui avaient plus de sédiments en suspension, ces sites-là étaient plus vulnérables et donc étaient dans la première catégorie visée de conservation. D'autres mesures sont en cours de développement, des indicateurs de stress physique, de qualité de l'eau, de présence d'envahisseurs biologiques tels que l'acanthaster planqui et de surpêche. On pourrait aussi mettre en place des classes de conservation attribuées à des communautés récifales basées sur leur forme de croissance, leur stratégie de vie, tolérateurs de stress. On a pu voir ça en Érythrée, par exemple, où lors des mois d'été, à moins 10 mètres, on avait encore 37 degrés et on assistait à un phénomène de blanchiment de coraux, mais ces coraux repartaient de plus belle 2-3 mois après, ce qui était assez extraordinaire. Donc l'objectif aussi est d'assigner une valeur de biodiversité, une valeur de bioconstruction, le temps de remplacement qui pourrait être mesuré pour chaque colonie, et d'évaluer la structure, la dynamique des populations, le recrutement et la mortalité. D'autres mesures d'évaluation rapide ont été mises en place. Ces méthodes, je suis en train d'essayer de les appliquer au monde abyssal. Nous devons répondre d'urgence, d'ailleurs, à une exploitation minière profonde.
On n'a pas le temps de faire des inventaires taxinomiques et d'ailleurs, très peu du monde abyssal est connu de la science. Donc il faut répondre par des méthodes plus approximatives, mais qui donnent le sens général, qui nous aident à comprendre la structure, le fonctionnement des communautés. Donc, par exemple, cette méthode d'évaluation rapide est simple, robuste, à partir de données semi-quantitatives sur l'abondance des écosystèmes, les groupes d'espèces et l'ordre de grandeur des impacts. On peut mettre donc en interface les impacts humains, les caractéristiques environnementales et les grandes caractéristiques des communautés et des habitats. Ça utilise un large spectre d'indicateurs environnementaux et ça comble l'écart entre les évaluations détaillées, quantitatives et qualitatives et les nécessités de suivi des états de santé. Marin et dulcicole. Je vous montrerai un exemple où j'ai travaillé aussi dans un lac d'altitude, en milieu extrême. À ça, on rajoute un système d'alerte avec trois niveaux d'alerte, tout comme pour les récifs coralliens, qui poussent aux gestionnaires à fermer, à déterminer une zone comme vulnérable ou sensible, ou à laisser une zone plus ouverte. Voilà, donc ça nous permet d'identifier les seuils de tolérance des écosystèmes en réaction à une échelle d'impact qu'on détermine aussi. Donc, plusieurs endroits où on a appliqué cette méthodologie, cette stratégie, notamment en Érythrée, un site où pratiquement rien n'est connu de la science, puisque c'était un site qui était fermé pour cause de guerre et de révolution, un site très dur où travailler, où la plupart des mois d'été, c'est absolument intolérable. On parle de l'enclume de la terre au Soudan, en Érythrée. Bref, et ce qui était très extraordinaire, c'est de voir des phénomènes de blanchiment naturels dus aux paramètres environnementaux de très forte température, et de malgré tout voir que les récifs coralliens se sont adaptés à ces extrêmes. Donc, on a mis en place des surveillances, des suivis et des stations permanentes, ce qui nous a permis de mettre en place un réseau d'aires marines protégées et d'intégrer ceci dans une politique de l'environnement. On appelle ça une gestion intégrée de la zone côtière, où on met en exergue toutes les activités humaines, on couple ça et on a une vision plus holistique. C'est un mot à la mode, mais c'est depuis longtemps qu'on travaille sur cette façon intégrée de considérer les ressources et les activités humaines. On a travaillé aussi sur la zone d'upwelling de l'Afrique de l'Ouest, de comprendre les interactions entre les nurseries dans le banc d'Arguin et cette zone d'upwelling très riche, et de permettre de gérer les pêches et de décréter des aires marines protégées en haute mer et à terre. Aux Comores, de même, la surveillance des récifs et le suivi des espèces, des tortues, du gang, nous ont permis de gérer mieux la pêche artisanale. Tout ceci a été fait dans le cadre de projets avec différentes agences des Nations Unies, le PNUD, le PNUE, la FAO, l'Union européenne. C'est l'aide au développement. Et donc, on a pu écrire pour les Comores une politique nationale de l'environnement intégrant tous ces résultats et toutes nos recommandations. Madagascar, de même, la surveillance des récifs coralliens, la gestion des pêches, pour essayer de mettre nos recommandations dans la politique nationale de l'environnement. Aux Philippines, au Calamian, il s'agissait de faire un inventaire et une évaluation des récifs coralliens. Les interactions étant des tsunamis, il y a eu des tsunamis, il y a une pêche à la dynamite, il y a de l'aquaculture, des huîtres perlières. Il s'agissait de voir, de faire un suivi des récifs coralliens et de montrer les impacts. L'île de Socotra, au Yémen, très difficile d'accès. La mer d'Aden est très tourmentée, houleuse, et très riche en pêche et en biodiversité, d'après nos résultats. Il s'agissait d'aider la population locale, des pêcheurs,
de pouvoir gérer, de faire une aire marine protégée et de mettre des ACP, comme on dit, des systèmes de concentration de poissons pour les aider à pêcher proche de leurs côtes, les côtes tombant à 1000-2000 mètres tout de suite, puisque la plupart ne savaient pas nager, n'avaient pas de navigation propre à aller en haute mer. Alors, dernièrement, on m'a demandé d'adapter ma méthode, curieusement, à un autre milieu extrême. Il s'agit d'un lac d'altitude au Chili, où une sonde qui se préparait à aller sur Titan devait explorer ce lac en utilisant une méthode qui soit robuste, facile et qui donne, facile vu l'éloignement de Titan et vu les nécessités de la sonde, est capable de donner ce qu'ils appellent le change detection, une idée de l'environnement, des habitats, de ce qui est possible dans une zone totalement inconnue. J'ai regardé donc toutes les vidéos et j'ai eu la chance de trouver un écosystème benthique totalement nouveau, en milieu dulcicole, qui rappelle ce qu'on voit dans les systèmes hydrothermaux en marin, avec des vers, une communauté de vers très riche sur plusieurs épaisseurs, jamais répertoriées en sciences, et qui serait liée au fait qu'il y ait une activité volcanique dans la région, peut-être, c'est encore une hypothèse, et des émissions de méthane dans des lacs avoisinants. Donc, soit c'est une activité volcanique passée ou présente, soit ce sont des suintements de méthane, et on pense au bassin sud du lac Baïkal, qui serait le seul système en eau douce à avoir ça, mais où on n'a jamais parlé de présence de vers associés. Soit on parle des volcans de boue, comme notamment on a au large de Malaga, où il y aurait des ciblogonites qui ressembleraient déjà à ces vers. Mais on ne sait pas. Les analyses des sédiments, l'ADN des archéas auraient des bactéries qui synthétiseraient du méthane. Dans la littérature, on trouve des éponges et des vers qui auraient ces bactéries. Donc on touche quelque chose de nouveau pour la science. Voilà ce qu'on peut faire à partir d'une méthode dans un milieu extrême et découvrir encore de nouvelles choses sur notre planète. Il ne faut pas partir sur Titan pour tout découvrir. C'était donc à Laguna Negra, à 272 mètres, et j'ai juxtaposé des photos de serpulidés trouvées ailleurs, en milieu eau douce, et qui présentent beaucoup de ressemblances. Maintenant, parlons de l'exploration et la gestion des écosystèmes profonds. Ça, c'est une photo prise du Nautile quand j'ai plongé à peu près à 4000 mètres sur la dorsale est pacifique. On voit en face de nous des échinodermes qui n'ont pas changé depuis, on en parlait peut-être 80 millions d'années, 100 millions d'années, d'après les fossiles, même plus. Et comme vous disiez, l'exposé d'avant, c'est surtout les filtreurs qui étaient au tout début de l'évolution. Ben voilà, on est en face des filtreurs qui se sont bien adaptés. Les océans, comme vous savez, sont les moteurs principaux pour le climat. On en a parlé au niveau global et sont d'importance critique pour le futur bien-être de l'humanité. Et très peu est connu de la science, il faut bien le dire. On parle d'exploitation et de mise de réserves, de gestion. On agrandit les territoires, mais on connaît peu de la science. On connaît presque rien du fonctionnement de cet écosystème. Ce qui est très inquiétant quand on parle d'exploiter déjà. Ce sont de grands réservoirs de ressources non renouvelables, de biodiversité et de biomasse. L'importance aussi en biotechnologie est énorme. Donc là, je vais parler de l'écosystème de nodules polymétalliques, une étude que j'ai faite à Ifremer pendant 6 ans, sur base de tous les travaux d'Ifremer qui ont commencé en 1980, jusqu'à maintenant, avec tous les engins, que ce soit le Troïka du temps de Cousteau, que ce soit les caméras sondes, que ce soit ensuite les Polars, le Ray et le Nautile dernièrement, et les AUV, tous ces engins d'exploration.
Donc, vous voyez des nodules. En face, c'est une holothurie. Dans les abysses, les holothuries se sont adaptées pour nager dans la colonne d'eau. La colonne d'eau est très importante, puisque toute la nourriture vient de la colonne d'eau et de la surface. Voici la zone où les nodules sont les plus importants commercialement. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de Clarion-Clipperton. Depuis une quinzaine d'années, l'Autorité internationale des fonds marins des Nations Unies, qui est en charge de gérer les impacts que pourrait créer l'exploitation minière des grands fonds, a partagé pour les différents pays du monde des zones d'exploitation et donnant des permis miniers aux pays industrialisés, se réservant des zones pour les pays en développement. Donc l'étude a porté sur à peu près 200 000 photos, 55 heures de films et beaucoup d'échantillons sur différents sites, des sites français, des sites américains, allemands, russes, polonais. Bref, j'ai employé cette même étude finalement de vidéo transect et d'essayer de déterminer, d'analyser les mesures conventionnelles et d'adapter ça à ce que j'essaie de mettre en place, les indices de gestion. On peut voir donc un champ de nodules, mais les géologues ont déterminé des faciès différents, des substrats différents. Je voulais simplement, dans cette étude, comprendre si en effet les communautés animales avaient des habitats préférentiels, ce qui nous aiderait ensuite pour déterminer des zones protégées et la représentativité de tous ces habitats dans ces zones protégées. On est vraiment au cœur de la mise en place de ces zones. Bon, là, excusez-moi, il y a un problème. Aux Nations Unies, on est vraiment dans cette mise en place de zones protégées et d'outils de gestion. Je peux continuer? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, attendez. J'ai touché à quelque chose. Pas grave. Et le timing? Je parle de la table ronde. Vous me dites 5 minutes. Petit instant, il faut que ça mouline. Faut que j'attende parce que pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu un petit quelque chose. Je vais peut-être le relancer. Ça s'est éteint d'un coup. Ouais. Je vais voir si c'est là. Moi je vais le relancer, on va voir. On va le relancer un petit peu, contrôle à la fin. Tu peux continuer à parler. Là, je peux rien faire pour l'instant, donc c'est en cours, c'est en train de... Ah oui, il est long. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas. J'ai arrêté? Ouais, mais je sais pas pourquoi. Je suis obligé d'attendre pour l'instant, il est en train de mouliner là. Ah, mais du coup, il va falloir relancer. Ouais. Depuis le début. Non, on peut mettre Non, un diapo, truc ouais. actuel. Oui. Ah bon? D'accord. Comment tu fais d'ailleurs le contrôle là-dessus? Il faudra que tu me dises après. Oui, je peux passer. Pour redescendre, je sais plus où vous en étiez. Vas-y. Et on va le remettre en grand écran. Bah, on est là. D'accord. Je te laisse. Merci. Bon. Bah, merci. Je touche à rien. Donc, je parlais des nodules, des faciès. Ah, zut, alors. Voilà. On peut voir des clichés de ce que ressemble la faune à 4000, 5000, 6000 mètres. Donc, pas de squelettes, de gros squelettes, beaucoup de cartilage. On remarque des éponges
comme sur ce paysage artistique du Cambrien. C'était les mêmes éponges, les Euplectella et tout ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans les abysses. Ok. Donc, en gros, comme pour les récifs coralliens, une faible abondance pour la mégafaune, mais beaucoup de diversité. Et on a pu déterminer dans l'analyse multivariée 13 habitats préférentiels. Beaucoup de suspensivores, beaucoup de détritivores, très peu de carnivores. Voilà. La faune la plus abondante sera sur des sédiments avec peu et de gros nodules. Ce qui nous aide ensuite à donner nos exigences pour trouver des aires représentatifs pour des aires de conservation au sein de ces abysses. Le degré de similarité des taxa et des habitats nous montre que le degré de couverture de nodules est le facteur principal de l'ordonnance. Donc, ces différents faciès déterminés par les géologues avaient aussi une signification au point de vue communauté benthique. Des aires de référence ont été proposées par l'autorité internationale. Nous avons proposé d'autres aires de référence, parce que, comme vous voyez en noir, sont les aires de référence par l'autorité internationale, et certaines étaient même hors de l'environnement nodule, étaient sur des monts Saint-Marin et un environnement totalement différent, ce qui arrangeait peut-être les miniers, mais ce qui n'avait pas de sens au point de vue conservation. Donc on a proposé une série de... Ce sont des sites qui ont 400 km de côté. Donc, dans le cas d'une étude d'impact à cette échelle, on peut dire que l'exploitation minière n'est pas une activité durable. Ça prête à dérision, car la reconstitution de l'état initial ou d'un état alternatif devrait prendre au minimum 1 million d'années. Il faut vous dire que la croissance des nodules, 1 millimètre prend 10 000 à 1 million d'années à peu près. On ne sait pas encore, ça dépend des bassins. Mais à Clarion-Clipperton, c'est à peu près cet ordre d'idée. Donc l'impact prévisible, direct et indirect, il faut bien parler d'une exploitation minière où plusieurs pays vont travailler sur différents sites. Donc ça sera un impact majeur, avec une plume majeure. Ne pas oublier que l'exploitation se fera dans la colonne d'eau aussi, parce qu'ils vont rejeter un slurry, comme ils disent, ils rejettent des choses à la surface à différentes profondeurs. Donc là, par exemple, il y a un projet actuel où on nous demande de donner notre avis sur l'impact d'une exploitation minière possible dans les pays de l'ACP, c'est-à-dire tous les pays anglophones du Pacifique. Quel serait l'impact sur les pêches? A priori, l'impact sera majeur. Les pêches étant vraiment leur produit essentiel de survie. Ce sont des pays en développement que l'Union européenne aide. Donc l'Union européenne propose ce projet pour essayer de se dégager de l'aide qu'elle doit donner, mais ce n'est pas pour ça. Il faut donner la vérité sur le fait que, on ne connaît pas grand-chose, mais que tout est intégré et que ce n'est peut-être pas la solution. Voilà. Donc bien savoir que malgré la limitation de nos connaissances, on peut quand même donner de grandes idées et des recommandations. Et la nécessité de développer des outils de gestion adaptés, de suivi, d'indicateurs, en utilisant notamment des modèles 3D éco-hydrodynamiques, parce que d'après les résultats de notre analyse, on se rend compte que les effets de pente et de courant déterminent la structure de ces communautés. Nous avons découvert d'autres sites sur la dorsale Pacifique Est avec le Nautil dernièrement. Des sites hydrothermaux, là la première fois qu'on va avec un robot, un AUV, pour explorer ce site. Un site qui était intéressant pour les géologues, j'étais la seule biologiste, parce qu'il était à l'intersection d'une chaîne de hotspots, de points chauds, de volcans sous-marins, et la dorsale Est-Pacifique. Donc le magma était beaucoup plus profond. On voulait juste savoir, comme biologiste, si en effet les communautés animales étaient différentes. Un, si on pouvait trouver des sites hydrothermaux qu'on suspectait, et deux, si les communautés animales étaient les mêmes que tout le long de la dorsale Est-Pacifique. Et d'ailleurs, les animaux qu'on a trouvés ne sont pas les mêmes et ressemblent plutôt au bassin de Thau, qui est un peu plus haut, qui est plutôt près de l'Indonésie.
Donc ceci juste pour vous donner le genre d'image qu'on peut recueillir maintenant avec les robots, extraordinaires, avec des détails. Là, le sillon qu'on voit est de 30 mètres. Et c'est dans ce sillon que nous sommes allés avec le Nautile pour découvrir les sites hydrothermaux. On est passé donc de l'abyssal au bestial et dans le sillon de la faune hydrothermale, donc vraiment de la faune très différente. Non seulement de la faune des fumeurs, donc les fumeurs 360 degrés, on a une faune très spécifique avec des pogonophores beaucoup décrits dans les articles scientifiques, et une faune moins connue, comme ce que j'ai découvert, sur des sites diffus, où on a des communautés de ciblogonides, des galatées, des crabes, mais on se rend compte qu'en dessous était un site de fumeurs, on trouvait des pogonophores. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'espace et dans le temps. Et ça va très vite, parce qu'un fumeur, par exemple, a une durée de vie de 4, 5, 6 ans maximum dans cette partie du monde. Et il faut bien vous dire que les grands seuils, ce sont les seuils thermiques. 360 degrés, et à quelques centimètres, vous vous retrouvez à 2 degrés, ce qui est la température normale dans les abysses. Donc l'étude de ces biosémoses permet d'identifier des bioindicateurs pour les gradients thermiques des fumeurs et des sites diffus, ainsi que certains paramètres environnementaux et géochimiques. La compréhension des processus de colonisation faunistique sur une zone hydrothermale active et sur sa genèse et son expansion permet ainsi d'accroître la connaissance de la colonisation de la faune sur une croûte nouvellement formée. Très rapidement, de même les encroûtements de ferromanganèse riches en cobalt. Donc ça, c'était les 3 habitats abyssaux qui sont convoités par les miniers, le cobalt, les nodules et les sulfures dans les sites hydrothermaux. Je fais rapidement, j'expose ceci, simplement pour dire que le cobalt, les encroûtements de cobalt se trouvent sur des monts sous-marins. Beaucoup de monts sous-marins existent dans les océans. Ces monts sous-marins peuvent affleurer à 600 mètres de fond, ce qui n'est vraiment pas profond pour quelqu'un travaillant en haute mer. Et les pêches profondes, maintenant, vont jusqu'à 2000 mètres. Donc, il y a vraiment une interaction avec d'autres activités humaines. On demande des recommandations à ce sujet. Et c'est très important parce que ces monts sous-marins où se trouvent les encroûtements et où vous avez une communauté luxuriante de suspensivores et d'une faune pélagique, un réseau trophique très important, une grande biodiversité, ce sont des biotopes fragmentés, fonctionnement similaire aux écosystèmes insulaires qui impliquent une importante spéciation et une biomasse très supérieure à la biomasse environnante. Et il y a une méthode de colonisation d'îlot en îlot très importante. Si vous cassez cette voie de colonisation, ça peut jouer sur toute une région de l'océan. Donc nous avions organisé à l'UNESCO en 2010 une table ronde pour discuter et proposer des recommandations sur ces 3 habitats profonds qui intéressent les miniers. Nous avons donc conclu en recommandant d'approfondir les connaissances pour mieux connaître et faire connaître ces écosystèmes, de faire prendre conscience de leur valeur économique, mais aussi la valeur en tant que biodiversité et biotechnologie, que c'est un patrimoine génétique unique et qui doit être valorisable, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance des grands fonds marins au-delà des juridictions nationales, ce qui est le cas avec l'extension de la ZE actuelle, avec le remaniement total des pays dans le monde, de préparer une stratégie pour l'étude, la conservation et la gestion des fonds marins, afin d'avoir une approche intégrée des impacts naturels et anthropiques et d'appliquer le principe de précaution. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on ne doit pas agir. Et en particulier, lors des études d'impact, on doit avoir une approche écosystémique, c'est-à-dire prendre en compte le sous-sol des fonds, le sol, le benthos, la colonne d'eau, la surface et la partie aérienne. Parce que l'exploitation ne sera pas qu'au sol. Comme je vous ai dit, ça impliquera des techniques et sur toute l'échelle.
on doit considérer les aires marines protégées haute mer. On doit comprendre, mettre en place un réseau et une institution internationale qui serait dûment mandatée à cet effet. Pour l'instant, elle n'existe pas. Et de soutenir des recherches multidisciplinaires sur les écosystèmes océaniques profonds, afin d'améliorer les connaissances et la prise en compte de leur sensibilité aux perturbations et aux impacts. Voilà. Oui, on est très légèrement en retard, mais on a eu quelques incidents techniques. On va quand même poser quelques questions. Je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. Moi, j'aurais une question. Comment on fait une évaluation environnementale rapide? Je n'ai pas bien compris quels étaient les principes que vous suiviez dans cette évaluation. Alors, le Vidéotransect, par exemple, vous allez sur une station marine, par exemple pour les récifs coralliens, en mer Rouge, vous regardez quel type de récif. C'est un récif frangeant. Donc, la méthode de Ames, par exemple, qui est sur une seule profondeur, je l'ai adaptée à 3 profondeurs différentes, parce qu'un récif frangeant, ça tombe très facilement et tout de suite, il y a une zonation des communautés. Donc, sur 200 mètres, vous faites un transect vidéo de toute la faune et vous passez à 3 profondeurs. Ensuite, vous passez vos films vidéo sur une caméra et vous notez point par point tout ce que vous reconnaissez, vous identifiez comme animaux. Voilà. Et vous faites de même pour les poissons. Mais si c'est dans les abysses, par exemple, vous faites ça avec le nautile ou avec les polars, le ray. Vous avez aussi, à 5 mètres de fond, plus ou moins, des vidéos qui passent. La mégafaune peut être prélevée, hein, parce que c'est très coûteux et que ça devient de la gadoue quand ça revient à la surface. Voilà. Des questions? Oui, Justin. Oui, madame, merci de cet exposé. L'exploitation des nodules polymétalliques du fond des océans, est-ce que la raison en est qu'on y trouve des métaux qu'on ne trouve pas facilement ailleurs sur les continents, ou parce que l'exploitation de ces nodules serait moins onéreuse que l'exploitation des gisements à terre? Les teneurs en métaux sont, je crois, 4 fois plus importante. Mais oui, mais je tourne le dos. Donc, c'est pour la valeur des métaux qui serait 4 fois plus importante, essentiellement pour ça. C'est certainement pas moins coûteux, ça, c'est évident. Et aussi parce qu'il paraît que les gisements se trouvent maintenant dans des pays en guerre. Voilà ce que j'ai entendu. C'est pas vraiment mon domaine, mais voilà les raisons. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand ces ressources se trouvent dans des eaux non territoriales? Comment est-ce qu'on peut les exploiter? C'est le cas justement de ces nodules polymétalliques. Oui, alors... Ça fait partie du patrimoine de l'humanité. C'est pour ça que les Nations Unies ont autorisé... Pas de problème avec ça, mais il y a des règlements internationaux. C'est la mise en place de ces règlements... Maintenant, avec l'Autorité internationale des fonds marins, il y a eu d'abord un état des connaissances, et maintenant, ils en sont à donner des lignes directrices et à proposer des aires marines protégées. C'est le tableau que je vous ai montré, la figure que je vous ai montrée. Tout est en train de se faire. C'est le Far West, un peu, vous voyez. Mais les compagnies, elles se partagent le gâteau comment? C'est le premier arrivé qui... Non, c'est pour ça que ça leur a pris 15 ans de déterminer des zones et de donner des permis. Les exploitations vont se faire, ont commencé à se faire en Papouasie avec Nautilus. Il y a une réglementation stricte qui se fait. Il y a eu un procès d'ailleurs, énorme, parce que pas assez n'était reversé sur le pays. Donc, ils doivent obéir maintenant à une réglementation assez sévère. Mais ils attendent aussi des scientifiques, l'état des connaissances, de pouvoir comprendre un peu mieux l'environnement. Et c'est là où on doit répondre, même si on ne connaît pas trop. D'accord, merci.